Douance égale différence égale rejet. J'ai 3 passions dans la vie, la musique, les jeux vidéo et le sexe. Le métal, c'est le genre avec le plus de sous-genres. Imagine l'ouverture d'esprit du français moyen. Dis-toi que la moitié est pire que ça. Eh bien, bonjour Henri. Bonjour Julien. Donc je me présente, je m'appelle Henri. Ok. Donc du coup j'aime beaucoup l'humour. Je suis un jeune homme de 23 ans, arrivé là sur Tours depuis tout récemment. Donc là en fait j'expérimente la vie vraiment tout seul depuis 6 mois en gros. Et je découvre plein de choses et j'avance dans mon cheminement personnel. Ok. Je suis ce qu'on appelle surdoué, même si je déteste ce terme-là, et hypersensible. Alors, je l'ai appris parce que en CE1, mes résultats baissaient énormément. Ouais. Et du coup, ma prof qui avait un peu de flair, enfin ma maîtresse qui avait un peu de flair, elle avait vu mes parents en disant bah, écoutez, je pense que votre enfant il est surdoué. Ouais. Donc un petit conseil, faites des tests et le laissez pas dans ma classe parce que sinon il va sombrer. Du coup, j'ai fait un test, ouais. Surdoué bien comme il faut. Et du coup voilà, donc à 7 ans j'avais le résultat, ok tu es surdoué. Et ben, ça a changé que j'ai été changé de niveau. Donc je suis passé en milieu d'année en CE2 et là j'ai fait ma première association par rapport au fait que j'étais surdoué, où en fait le harcèlement scolaire a commencé. Donc j'ai tout de suite associé l'idée de douance au harcèlement, au rejet et à la différence péjorative. Et du coup, ça a plutôt mal commencé par rapport à ça. J'aime pas le terme de surdoué parce qu'on m'a toujours dit que t'es surdoué, du coup t'as des capacités. Alors qu'en fait je suis absolument pas d'accord avec ça, c'est pas du tout ce qui s'applique à moi. Je me sens pas plus capable, je me sens juste extrêmement différent sur plein de sujets, plein de sujets. Et donc du coup, si je cale avec ce que font les autres, avec ce dont sont capables les autres, il y a des points sur lesquels je vais être atrocement efficace. Tout ce qui est réflexion logique, ça carbure. Par contre, tout ce qui est intelligence sociale et gestion des émotions, je suis une bille. Clairement, je suis pas plus ou moins, je suis juste complètement différent. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime pas le terme surdoué. Parce que du coup ça occulte toute l'autre partie. Parce que c'est un peu, voilà, t'as un truc mais tu le payes par un autre. D'accord, tu penses que... C'est comme ça que je le définis, mais pour moi. Ah non, complètement pas. Ouais, voilà. Tu montes la moitié, quand on me dit t'es surdoué, pour moi c'est occulter la moitié du sujet, quoi. Okay. Par défaut, j'aime bien dire zèbre. Mais alors du coup, on peut dire zèbre qu'avec des gens qui sont initiés au sujet, quoi. Parce que du coup, quand tu dis zèbre à un mec comme ça dans la rue ou dans un bar, forcément tu passes pour un con. Je suis un zèbre. Je suis un zèbre. Excellent. donc voilà, donc du coup, soit je dis zèbre, soit je le dis pas. Du coup, voilà, c'est... D'accord. Douance égale différence égale rejet. C'était clair. Okay. C'était clair et franchement, pendant très longtemps, je me suis dit, pourquoi je suis pas normal ? Pourquoi je suis pas un mec normal qui galère sur les exercices de maths mais qui arrive à parler avec des gens? C'est assez récent que j'ai plus envie de ça. L'acceptation de soi, c'est pas évident. Vu que j'avais directement associé l'idée que douance égale rejet, ouais. C'est quelque chose que j'ai pas envie de partager. C'est parce que sinon ça m'expose au fait d'être rejeté. Donc quand je le dis, c'est qu'auparavant, j'ai balancé un truc un peu péchu pour savoir pour essayer de stimuler le gars, pour savoir comment il réagit. Soit un sujet hyper pointu, soit une piste de réflexion, soit un truc faussement concon qui fait que du coup il pourrait rebondir. Et si jamais il rebondit, je me dis ok c'est bon, il est différent mais un peu comme moi, donc il risque de pas me rejeter, ou il y a moins de chances qu'il me rejette. Alors que j'ai toujours cette crainte que des gens qui sont pas dans cette situation, ils puissent me rejeter ou me dire ah t'es différent, t'es bizarre en fait, tu vois. Ouais. Et j'ai pas envie de ça. Je me sens très différent des autres. Ouais. Très différent. Et comme je l'ai dit avant, ça a pris tout de suite une tournure de handicap pour moi. dans mon vécu en tout cas.
Tu veux un exemple? Ouais, vas-y, un exemple. Quand j'étais en entreprise, on s'est foutu de ma gueule parce que j'avais utilisé le mot exponentiellement. Tu vois le truc? Ouais. Voilà. Je vais faire mon misanthrope, mais imagine l'ouverture d'esprit du français moyen. Bah dis-toi que la moitié est pire que ça. Et ça fait hyper peur, tu vois? Ouais. C'est flippant, tu te dis mais putain quoi, Ouais. c'est pour ça que là, j'ai... Ma différence, entre guillemets, elle me gêne pas tant que ça, parce que bah, j'ai appris à vivre avec. Mais c'est les réactions des gens, moi, qui me font flipper, qui me font peur. Ouais. C'est horrible. D'autant qu'eux, ils y réfléchissent pas forcément, tu vois, c'est genre... ils font ça sans réfléchir, ils vont comme ça. Alors qu'en fait, ça fait un mal de chien, c'est horrible. En fait, je me définis plus en tant qu'hypersensible plutôt qu'en tant que surdoué. Parce que le fait d'être surdoué, en fait, c'est juste une différence de pensée, c'est juste ton cerveau qui est pas foutu pareil. Alors que l'hypersensibilité, ça influe sur tout. Que ce soit les interactions sociales, que ce soit les interactions amoureuses, sexuelles, que ce soit tout. Ça joue sur tout. Tous les aspects de la vie sont multipliés par je sais pas combien, mais putain c'est beaucoup. Ouais. J'ai pas de baromètre pour savoir comment je me situe par rapport aux autres hypersensibles, mais en tout cas, chez moi c'est violent quoi. Ouais. C'est violent. C'est pour ça que j'arrive assez bien de mon côté à retransmettre cette violence. Quand je parle, quand je la décris, quand je donne des indications dessus, ils viennent assez loin derrière les souffrances qu'ont engendré les côtés négatifs. Ouais. Mais juste par rapport à la douance, tu dis, pas par rapport à l'hypersensibilité. J'ai un certain feeling pour tout un tas de trucs. Ce qui fait que j'arrive assez bien à me démerder dans plein de situations. Alors là, j'ai pas d'exemple parce qu'en fait, ça peut s'appliquer à tout. Débrouillard, c'est ça? Ouais, ingénieux. Je me souviens, je suis arrivé en entreprise, j'avais une mission, mais en fait j'avais vu un poste où le mec il fallait qu'il fasse 4 réglages, etc. Et en même temps puis serrer, voilà, c'était débile. Et ben, je lui ai inventé un truc pour qu'il ait plus qu'à guider ce qu'il avait à régler en butée, à régler après avec un seul outil. Voilà. C'est bloqué et après il visse. Et là du coup voilà, le fait d'arriver à être ingénieux comme ça, c'est une fierté pour moi parce que je me dis j'arrive à apporter quelque chose au monde qui m'entoure en fait, que ce soit à moi ou aux autres ou à l'organisation. Ça moi ça me plaît beaucoup. Je suis fier de pouvoir faire ça, ouais. Je suis assez ambivalent là-dessus, c'est-à-dire que si j'ai envie d'y aller instinctivement, alors je vais y aller. Tout seul? Oui, tout seul. Je suis un peu un enfant d'internet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent, sur lesquels je vais me renseigner pendant des plombes. Ouais. Et du coup, je vais pouvoir me renseigner avec la profondeur que je veux, avec le temps que je veux, avec la vitesse que je veux. Ouais. Et cette flexibilité du coup que j'ai de travailler tout seul, enfin d'apprendre tout seul, c'est génial. C'est excellent. À un moment, en formation humaine, quand j'étais en prépa, il fallait qu'on fasse un blason des choses qui comptent pour nous. Donc il y avait toute une liste, hein. C'était genre une passion, quelqu'un que tu admires, etc. Voilà. Ouais. Et un animal fétiche par exemple. Un animal porteur de force. Ouais, voilà. Non, en gros, c'était juste des dessins en crayon de papier sur un bouclier tout moche. Voilà. Okay. Et en fait, je m'étais dit, oui, c'est sympa, mais les blasons à la base, c'est quoi? Du coup, sur internet, j'ai regardé, tu vois, je me suis dit, c'était quoi les blasons à l'époque? Donc en fait, ça s'appelle des blasons héraldiques, qui étaient utilisés par les familles de nobles, par les familles royales et par les villes aussi. Et du coup, en fait, j'ai passé toute la soirée, jusqu'à 5 h du matin, à comprendre tout le langage qu'il y avait derrière ces blasons-là, la signification de chaque couleur, les choses à ne pas faire. Par exemple, le lion, il ne faut pas mettre un lion, parce que qui n'a pas de blason porte le lion. C'est une maxime, je sais pas. C'est une maxime qui a été inventée sur la fin du coup en disant arrêtez les mecs, vous êtes pas originaux quoi. Et du coup en fait le lendemain,
tout le monde s'était ramené avec son blason un peu à la con, avec un ballon de foot et Ronaldinho. Et du coup, à chaque fois, ils avaient leur blason, ils le présentaient pendant 20 secondes et puis terminé. Moi, j'avais 1 page et demie d'argumentaire où je disais que même le nom des couleurs, c'était pas les mêmes. Le rouge, ça s'appelait le gueule. D'accord. Le gris, ça s'appelait le sable. Okay. Voilà, c'est plein de trucs comme ça. Et j'ai vraiment eu la preuve matérielle qu'on n'était pas branlé pareil, quoi. Du coup, moi j'avais mon blason avec toutes les significations, etc. Avec tout. J'avais recalqué un blason de je sais plus quoi. Enfin j'avais recalqué un animal que je voulais, etc. Bien comme il faut. J'avais mis les bonnes couleurs, mais de l'époque. Il n'y a pas plein de nuances de l'époque. Et du coup, là, j'ai vraiment vu la différence. C'était en prépa. Ouais, j'étais en prépa, ouais. J'ai vraiment vu la différence entre, ce qui me différenciait des autres. C'est pas forcément amélioratif parce que dans l'histoire, du coup, j'ai dormi qu'1 heure et demie. Là, ça m'a marqué. Je me suis dit, ouais, ok, on n'est pas pareil, quoi. Okay. Et encore une fois, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. Ouais. Et j'appuie là-dessus à fond parce que vraiment, j'en ai vraiment souffert. J'ai l'impression d'avoir une vision du monde qui est exacerbée par rapport aux autres. C'est-à-dire que je vois tout ce qui se fait, tout ce qui se passe. Et moi, au milieu de ça, je me sens tout petit et perdu, tu vois. Je me dis, ouais, mais si t'es fort pour faire un truc, il y aura forcément un Chinois dans le monde qui sera beaucoup plus fort que toi à faire le truc. Parce que il y aura toujours quelqu'un qui sera plus fort que toi et il y aura toujours quelqu'un qui sera plus pauvre que toi, plus malheureux que toi, moins en forme que toi. Tu veux dire, t'as une vision un peu plus élargie, un peu plus globale et t'arrives à... mais qui fait peur un peu parce que je me dis, mais j'ai quelle valeur là-dedans, tu vois, j'ai quelle légitimité à avoir tel ou tel truc. Je veux dire, là, j'ai une bagnole que les gens de mon âge ils ont pas. Voilà, tu vois, je pourrais me sentir mal là-dessus, mais j'ai fait le chemin avant en me disant mais c'est pas grave, tu vois, c'est tant pis. Il y a des gens qui seront mieux lotis et d'autres moins bien lotis que toi, de toute façon. Ouais. Que tu aies un pot de yaourt ou une BM ou je sais pas quelle autre voiture, je suis pas fan de voiture, donc ça se voit peut-être. Voilà. Donc ouais, voilà, ça me fait un peu peur, cette vision à 360. Et ce qui me fait mal, c'est quand on me dit rends-toi compte des choses, parce que oui, je me rends compte des choses et sûrement mieux que toi. Surtout quand c'est mon père qui me disait ça. Oui, t'inquiète pas, je suis bien conscient de ce qui se passe. Et le fait qu'il croit que j'ai pas cette vision-là, ça faisait très mal. Ça faisait très mal. Ouais. Très mal. Mais quelque part, ça m'aide à être dans ma place dans la société, dans le sens où le féminisme, je le comprends et je le valide. Voilà, ce genre de choses qui du coup deviennent logiques pour moi, parce que j'ai vraiment la vision du truc sur les yeux. Je dis pas que je vois tout, hein, clairement pas. Mais j'ai une vision, quand je compare, quand je discute avec les autres, je me dis que j'ai quand même une vision qui est quand même extra large sur plein de trucs. Je suis arrivé au CP déjà avec de grandes connaissances, dans le sens où je savais déjà bien lire. Il y a mon grand-père qui m'avait déjà appris à compter en binaire, pour te dire, tu vois. Ah. Donc voilà. Et d'ailleurs, ça a créé des tensions dans la famille, genre c'est un singe savant, etc. Tu vois. Donc voilà. Et en CE1, en fait, je m'emmerdais complètement au cours. Ce qui fait que je faisais même plus la différence entre un exercice et un contrôle. Ce qui fait que mes notes, elles descendaient comme pas possible. Donc du coup, à ce moment-là, je changeais de niveau. Je suis passé en CE2 et j'ai fait toute mon école, tout mon collège et mon lycée jusqu'en première S, entre guillemets normalement, avec du harcèlement scolaire. Bien sûr, on en reparlera. C'est juste que je place le truc. Okay. En première S, ça m'a fait chier parce que je voyais pas assez de concret. Je me disais mais quoi ça sert? Il n'y a pas de logique. Tu apprends des trucs mais ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Pas de finalité. Qu'est-ce qu'on a au bout, tu vois? Et du coup, implicitement, qu'est-ce que je peux faire? De quoi je suis capable? Parce que si c'est juste répondre à des questions sur une feuille, au bout d'un moment, ça n'a pas de sens, tu vois. Moi, il me faut un sens. S'il n'y a pas de sens, je vais me désintéresser du truc et puis laisse tomber. Allez, je me casse, tu vois, c'est pas d'intérêt. C'est ce qui s'est passé un petit peu, du coup. Complètement. Du coup, après, j'ai complètement changé. J'ai fait première hôtel et restauration, bac techno, donc cuisine, service, hébergement, rien à voir.
Ouais. C'est ouais, rien à voir. Ouais. C'était des influences familiales qui ont fait que ouais, pourquoi, enfin je me suis dit ouais, pourquoi pas. Du coup j'ai fait première terminale, ça m'a pas du tout plu, du tout plu. Je l'ai eu après avoir fait une dépression, enfin après être rentré en dépression. Donc du coup ça m'a pas plu, j'ai voulu faire autre chose. Ouais. Et entre guillemets retomber sur mes pattes au niveau scientifique et j'ai fait un nouveau bac. Un bac qui venait de sortir à l'époque, c'est le bac STI 2D, Sciences et Techniques de l'ingénieur et du développement durable. Je l'ai eu en un an, pas de soucis, sans bosser, rien, ça c'est pas... Ouais, t'as pas travaillé. Ah non, j'ai jamais bossé. Non, parce qu'on m'a souvent forcé à bosser et déjà que je vois pas l'intérêt du truc. Alors en plus on me force, alors du coup bah voilà, blocage XXL sur le truc. Et même aujourd'hui, ça me fait chier. Hein. De quoi? De pas arriver à bosser? Ouais, de pas arriver à bosser. J'ai jamais appris à bosser. Ouais. Je me suis dit, bah attends, t'as un exercice devant les yeux. Si déjà tu comprends tout l'exercice, que tu sais comment faire, et que à l'instant tu arrives à peu près à voir la réponse, ça sert à rien que tu poses sur une feuille, tu vois. C'était ma réflexion de l'époque. Hein. Ouais. Entre temps, ça c'est. Ouais. Si je pense savoir comment y arriver, j'y arriverai quoi. Donc ouais, c'est ça. C'est ça, voilà. C'est pas la peine que je gaspille du temps de cerveau à faire ça, tu vois, alors que y a d'autres trucs sur lesquels je suis assoiffé. Ouais. Tout ce qui est sociable, sociabilité, c'est un truc déjà dont on parle peu. Ouais. Et un point sur lequel moi j'ai des gros manques, des grosses lacunes. C'est comme si tu avais la possibilité de faire grandir tes jambes et qu'on te faisait grandir qu'une alors que l'autre elle est déjà minuscule. C'est dégueulasse et ça me foutait en colère. Je suis en colère par rapport à ça. D'avoir une jambe plus courte que l'autre. Ouais, non, mais que le système soit à ce point axé sur un seul truc alors que sur ce truc là je me disais bon c'est bon, je me démarre à peu près, faut faire quelque chose sur d'autres points de vue quoi, qui sont... Tu pensais qu'il y avait un manque clairement. de l'autre côté, clairement. Et tu avais envie plus qu'on t'apprenne des choses au niveau social. Ouais, c'est clair. Ou comment se démerder dans la vie, je sais pas, pour les factures, des trucs comme ça, moi, des choses qui me terrifient. Je veux dire. On parle pas. Après ce bac techno, ouais. STI 2D, je me disais ouais vas-y, je continue plus loin. Et du coup je suis allé en école d'ingé. Surtout parce que c'était une école d'ingé. École d'ingé, salaire, reconnaissance sociale, niveau d'études. Du coup j'ai fait école d'ingé pour ces points-là et parce que dans les matières je me démerdais pas trop mal. Et que dans le ciboulot ça pouvait turbiner. Ouais. Du coup j'ai fait première année que j'ai redoublé parce que j'arrivais pas à m'impliquer dans la méca par exemple ou dans les maths. C'est con parce que du coup les maths... c'est les sujets qui t'intéressaient pas ou c'est que t'arrivais pas à travailler? Les deux. Ouais. Les deux. Les maths ça aurait pu être intéressant mais le fait que je travaille pas, parce que j'ai pas appris à travailler, le fait que je travaille pas, ça m'a... À un moment j'ai pris du retard. Et quand tu as pris du retard et que tu entames un nouveau cours et que tu n'arrives pas à comprendre ce qu'il fait, le prof, ah bah c'est rageant. C'est frustrant, t'as envie de tout envoyer en l'air et dire c'est bon quoi, arrêtez de me faire chier avec ça. C'était vraiment pas agréable du tout. Bon, donc du coup j'ai redoublé cette première année et j'ai fait la deuxième année mais j'étais à la ramasse sur la méca et les maths notamment. Et du coup j'ai eu mon BTS qui était inclus dedans haut la main, tout le monde l'a eu de toute façon. Mais ils m'ont dit écoute on va pas te reprendre pour la troisième année parce que t'es très très bon en programmation tout ça, mais en maths et en méca ça suit pas donc on va pas prendre le risque. Donc du coup salut. À la suite de ça j'ai tout plaqué et je suis parti rejoindre ma copine de l'époque. Du coup j'ai fait le trajet de la Vendée à Tours. Et en gros j'ai pris une formation qui était pas loin plutôt qu'une formation qui me plaisait. En gros c'était les critères dans l'ordre c'était pas loin de chez ma copine de l'époque, qui faisait quelque chose qui était dans mon domaine d'activité. Ouais. Voilà, en gros c'était ça. Plutôt qu'un truc qui me plaisait. Du coup j'ai fait ça en un an et par rapport à la prépa, la formation c'était licence pro, système automatisé et réseau industriel. 3 mois de cours pour 9 fois d'entreprise.
Je peux t'assurer que le catalogue Ikea de tous les réseaux possibles et imaginables qui en plus sont en voie d'extinction dans les entreprises, ça m'a fait chier. Et là du coup, ennui à l'école, on est bon. Hein. Ouais. On est bon. Là t'as senti l'ennui Ah ouais, clairement. Bah, les 2 premières semaines, je me sentais tellement inutile que je rentrais de cours, je pleurais quoi. Je me disais mais tu t'apprends rien, tu sers à rien, t'avances à rien. Tu vois, mais il y avait une contrepartie, c'est-à-dire que j'étais en alternance et du coup j'avais un salaire et gagner et bouffer ce que tu gagnes, c'est une sensation qui est vraiment excellente parce que du coup tu te dis voilà, mon travail peut valoir autant que le travail d'un autre. Ouais. Moi mon père qui m'a tout le temps parlé en heure de SMIC pour me dire la valeur des choses, eh ben, là pour le coup c'était un gros doigt à ce truc là. En me disant voilà ça y est je peux faire ça et même je peux me faire plaisir. J'ai acheté un ordi. Ah. Non mais je te jure, moi qui suis un gros geek, ouais. J'ai acheté une tour, une tour sur laquelle je peux faire tourner des jeux. Avec mon salaire d'alternant, je me suis payé une tour. Et ça c'était vraiment génial. Et je pense que pas grand chose d'autre aurait pu me faire un bond dans l'acceptation de soi, le fait de me dire ma vie a peut-être autant de valeur que la vie d'un autre. À la suite de ta formation, tu m'as dit que tu vu que je me faisais voulu retourner en école d'ingénieur. Ouais. Vu que je me suis carrément fait chier dans cette formation, je me suis dit mais en fait je peux faire plus. On est en bac plus 3, je peux faire plus que ça. Du coup je me suis mis à me renseigner sur ce qui me plaisait vraiment. Vu que maintenant je me disais ok, t'es une personne à part entière, tu peux faire ce qui te plaît. Et les gens sont prêts à payer pour. Ouais. Du coup je me suis dit voilà, qu'est-ce qui te plaît. Et quand j'ai fait la liste, etc., les écoles qui proposaient ça, c'était des écoles d'ingé. Ouais. Moi que ça avait vraiment fait du mal, le fait d'être rejeté par mon école d'ingé de l'époque, ouais. Ça m'a fait un peu tiquer. Le fait de retourner en école d'ingé, d'anticiper d'aller en école d'ingénieur. Ouais. J'ai mis 15 jours à me faire à l'idée et finalement, j'y vais pas pour les mêmes raisons. Et là ce coup-ci, je pense que c'est pour les bonnes raisons parce que ce dont ils parlent, ça me plaît. Ce qu'ils veulent m'apprendre, ça me plaît. Et c'est une école d'ingé, bah oui, tant pis quoi, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'y vais pour ce qu'ils racontent et pas pour ce qu'ils sont. Et je pense que c'est la bonne solution pour moi quoi. Et là, tu es toujours en école d'ingénieur ? Ouais. Alors du coup, je suis retourné en 3e année sur 5. Donc du coup, j'ai entre guillemets perdu un an. Ouais. Mais pour le développement personnel, ça a été crucial quoi. Donc c'est pas du tout perdu. Pas du tout perdu. Donc là, il te reste. Il me reste 3 ans à faire. 3 ans d'école d'ingé. Toujours en alternance. Ouais, l'alternance, peut-être que c'est peut-être une bonne chose pour toi. Bien sûr, ça met une reconnaissance dans le travail qui est génial et même ça me permet de respirer entre les cours parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les cours. Donc forcément, le fait de dire ok, ce que tu apprends, c'est dur, c'est pas facile, il faut bosser pour ou il faut souffrir pour ou les deux. Mais en entreprise, tu as l'application directe. Ouais. Directe et t'es utile. Et ça, tu parlais de la recherche de finalité. Ah ben là on est dedans, Et là c'est le pied quoi, c'est le pied. C'est génial. Pour finir sur la scolarité, ton comportement à l'école, est-ce que tu étais plutôt quelqu'un de réservé, plutôt quelqu'un d'extraverti ? J'étais assez turbulent, mais turbulent dans le sens j'ai envie d'être ton copain, tu vois. Regardez, je fais des blagues, etc. Je suis drôle, c'est ça, non, tu vois. Et j'ai toujours voulu plaire au plus grand nombre parce que justement j'ai été rejeté par beaucoup. Et en fait, ça marchait pas. Donc j'étais le petit garçon qui voulait être gentil avec tout le monde. D'accord. En fait. Et tu perturbais pas la classe forcément? Ah non, jamais. Sage en classe. Quoi. Je participais le plus possible, tellement qu'en fait les profs, au bout d'un moment, ils ignoraient le fait que je lève la main et que je voulais donner la réponse. Parce que ils savaient que j'allais le dire, ou alors que j'allais dépasser la question de beaucoup trop et que du coup ça allait ralentir le cours. Ouais. Et que les autres ils auraient rien bité. Du coup c'était. Voilà. Tu te sentais ignoré Ouais, carrément. Je me sentais frustré de pas pouvoir dire là je le sais, je sais ce truc là, interrogez-moi, tu vois, c'est. Pour une fois que je pouvais faire un truc, on me disait non, ferme ta gueule. Parce qu'en fait, en gros, les profs, t'as 2 catégories.
Alors bon, je risque de me faire taper dessus, hein, mais tant pis. On mettra pas ton adresse. Ouais. T'as ceux qui font cours, qui ont des trucs à raconter et qui disent leur cours, et puis ils voient plus les élèves comme des contraintes en disant ouais, j'espère qu'ils vont pas être trop turbulents cette heure-ci. Et d'autres qui ont envie de faire progresser les élèves. Et moi, c'est plutôt vers ces personnes ressources-là que je m'ouvrais, parce que du coup, elles ouvraient les yeux sur les élèves, et du coup, elles ouvraient aussi les yeux sur moi. Et ils pouvaient se dire, ok, ouais, il a pas les mêmes besoins que les autres, pas plus, pas moins, mais pas les mêmes. Ouais. Et du coup, moi, je me sentais vraiment très très bien avec les profs qui étaient comme ça, et très très pas bien avec les profs qui pensaient à faire leur cours et qui voyaient les élèves comme des gènes. Tu parlais de ta prof de CE2, peut-être qui était... C'était une vieille acariâtre qui était dans les règles établies, petite anecdote comme ça, les 2 premières semaines d'école, on les a passées à apprendre comment bien s'asseoir sans faire de bruit. Tu lèves ta chaise, tu la recules, tu la poses, tu te mets devant, tu soulèves ta chaise, tu la glisses en dessous de toi pendant que tu es en équilibre et tu te poses. Donc quand on est rendu là, c'est qu'à un moment il y a un problème. Donc voilà. Et tu as eu en contrepartie des profs qui t'ont vraiment inspiré, qui t'ont motivé, qui t'ont poussé à aller plus loin? Ouais, t'as des profs qui aimaient vraiment ce qu'ils faisaient. Par exemple, j'avais un prof d'histoire géo, pourtant j'aime pas du tout l'histoire géo, je trouve ça hyper chiant. Je vois pas du tout ce que ça importe vu qu'on peut tout retrouver dans les bouquins. Qui était vraiment passionné par ce qu'il faisait. Il n'hésitait pas à faire des parenthèses énormes sur des sujets hyper intéressants et hyper pointus, qui a même ramené une tenue de franc-maçon à un cours, tu vois, okay. Pour te dire. Et en fait, quand les gens ils parlent avec passion, peu importe le sujet, j'adore ça. C'est la passion, ça se partage. Et quand je sentais que le prof il était passionné par ce qu'il disait, et parce qu'il avait envie de donner à ses élèves tout ce qu'il avait, tout ce qu'il avait envie de cracher avec son cœur, ça dégoulinait. Moi j'avais qu'une seule envie, c'est d'ouvrir la bouche tout grand et puis d'avaler toutes ces connaissances, tout ce truc là quoi. Ouais. Et là vraiment j'étais intéressé. J'étais très très intéressé. Et tu cherchais ces personnes-là passionnées. Clairement. Okay. Clairement, moi je suis quelqu'un de passionné en fait, c'est-à-dire que, mais extrêmement passionné, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui m'intéresse, je vais y aller à fond. Et au contraire, si ça m'intéresse pas, je serai le dernier à y aller. Hein. Et encore, c'est même pas dit que j'y sois. Ouais. Donc voilà, je marche avec la passion, je marche avec le cœur. Oh, ça fait tellement nul de dire ça, mais tant pis. Je marche avec. Oh là là, non mais ça résume. Alors c'est un peu kitsch, mais ça résume un peu le truc quoi. Ouais. En gros. J'ai 3 passions dans la vie, la musique, les jeux vidéo et le sexe. Alors ça peut prêter à sourire, je te l'accorde, ouais. Carrément même. Mais ça c'est un point dont on ne parle jamais. La sexualité, on n'en parle jamais. Alors le sexe, alors là il y a du monde pour en parler, mais la sexualité des gens, ça il n'y a pas grand monde. Et je pense que d'autant qu'on est un peu spéciaux, hein, pour pas dire bizarre, on la vit aussi d'une manière complètement différente, cette sexualité-là. Ouais. Explique-moi un peu comment toi tu la vis. Je commence par là alors. Non, on s'en fout. Vu que j'ai été très souvent rejeté, j'ai un grand manque affectif. En psychanalyse, à l'époque, j'étais ce qu'on appelait un enfant éternel. Je sais pas si ça te parle. Non, ça me dit rien. En gros, c'est quelqu'un qui a un gros manque affectif, qui peut être dénué d'émotions le plus cruellement possible pour parler de situation. C'est-à-dire qu'on peut parler de la mort de nos parents entre frères et sœurs sans que ça nous fasse tiquer. Tu vois. Ouais. On peut même en parler avec nos parents, tu vois, pour te dire. On n'a pas peur de la mort, j'ai déjà dit. Non. On n'a pas peur de la mort. Et on voit en la femme, enfin en tant qu'homme, on voit la femme en tant que solution à tous nos problèmes.
Parce que du coup c'est de l'affection, c'est de la sécurité dans le sens où on ne va pas être abandonné. Mais généralement les enfants éternels, ils essaient de trouver justement cette solution chez la femme entre guillemets. Mais au bout de 3 semaines ça leur convient pas, ils ont une désillusion, donc du coup ils arrêtent et puis ça repart en fait. Donc ça repart peut-être qu'une fille, etc. Et en fait ça reboucle là-dessus. Ouais, c'est hyper con, c'est hyper con et c'est symptomatique de. Ça engendre beaucoup de souffrance. Ouais. Beaucoup de souffrance. Alors, et toi, ouais, du coup, je suis plus ça. D'accord. Alors, enfin, il y a encore une base, hein, à mon avis, qui se fait. Mais en gros, ouais, j'essaie vraiment de changer par rapport à ça, de me dire que mon bonheur, au final, il est en moi et que je peux être heureux tout seul, tu vois. Et c'est une phrase qu'on m'a dit, ça, comment je peux t'aimer si toi tu t'aimes pas? Ouais. Comment je peux t'aimer si tu t'aimes pas? Et en fait c'est pas con, enfin, c'est cruel et c'est pas con en même temps. C'est la solution alors, de commencer par s'aimer? Ouais, alors c'est chaud, hein. Moi j'ai mis un bail. Hein. Ouais. Bah, assumer ses passions, moi qui marche avec le cœur, assumer ses passions, ça a été un bon moyen pour moi de me dire ok, je vaux quelque chose parce que je sens quelque chose, tu vois. Je vis des choses avec mon cœur, du coup je suis humain, logiquement. Okay. Et donc la sexualité par rapport à ça, par rapport à ce manque affectif qui est du coup inhérent à mon passé, ma libido de base, elle est revue à la hausse mais de manière démentielle, complètement démentielle. Ouais. Et du coup ça ne correspond pas forcément à tous les partenaires. Et ça, là aussi ça a été gros facteur de souffrance. L'incompatibilité sexuelle, que ce soit physiquement ou au niveau de la libido, ça fait très mal. Surtout quand on veut essayer de se forcer à modifier sa libido, parce que tu peux essayer de l'étrangler, d'essayer de la noyer, de l'enfouir, etc. Au final, c'est atroce parce que c'est en moi. Donc du coup, voilà, c'est... en sortant d'une relation assez longue où justement on n'avait pas la même envie, au bout de 15 jours c'était fou, j'avais vraiment l'impression d'avoir une monstruosité, tu vois, que j'avais essayé de cacher, ouais. Qui se montrait comme ça, qui s'imposait à moi et qui me disait ok, maintenant je vais m'occuper de toi. Et franchement ça a été une grande claque dans la gueule. Parce que je me disais en fait, si je vais avec des gens qui m'acceptent et que ça, je vais pas être heureux. Il faut aussi que moi, je me sente bien dans le truc. Ouais, voilà. Et ce genre de témoignage, je crois pas l'avoir entendu. Alors peut-être que je suis pas spécial et qu'il y en a plein d'autres qui le ressentent, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose dont on parle pas, parce que c'est quand même assez intime. Et donc du coup, ouais, c'est... Donc du coup, toi, tu dirais ne pas forcément se conformer ou vraiment être en accord avec ce qui tient à l'intérieur, c'est ça? C'est ça, faut que ça corresponde. Et qu'il n'y a pas de bons coups, de mauvais coups, il n'y a pas de bons partenaires ou de mauvais partenaires, il y a des partenaires qui te correspondent. Et c'est peut-être ça le mieux. On dit à chaque fois que les hommes ils ont une grosse libido et que les femmes pas du tout, mais en fait non, c'est faux, c'est juste que les femmes sont brimées en disant non, sinon t'es une salope, il faut pas que tu aies une grosse sexualité sinon t'es une salope. Et les mecs, si justement t'as des couilles, faut que tu machin. Et c'est pas du tout comme ça. Il y a des mecs qui ont pas des grosses libidos et qui sont heureux avec des filles qui ont pas beaucoup de libido et c'est ok, tu vois. Et c'est ok et tout le monde doit être respecté là-dedans. Et pareil de l'autre côté. Ouais. Pareil de l'autre côté. Et en vrai, ouais, c'est quelque chose qui est tellement immuable et puissant et prenant, tu vois, et définissant aussi, parce que mine de rien, on se définit aussi pas mal par notre sexualité, ou en tout cas moi je le fais, que l'ignorer ou le passer sous silence, à mon avis, c'est une grosse erreur. Okay. La musique, j'ai fait de la chorale quand j'étais jeune. Ouais. On l'a fait pendant 7 ans, alors c'était avant de muer, donc forcément, voilà, vous foutez pas de ma gueule. Hein. Et... À ce moment-là, je mettrais un... Non, tellement pas. Des choristes. Tellement pas. Moi sur ton chemin. Attends, je connais même la deuxième voix, tu sais. J'ai fait 7 ans de chorale. Et là, j'ai l'oreille musicale, tout ça. Et pour moi, la musique, c'est vraiment quelque chose qui représente énormément pour moi. Ouais. Je me suis des fois posé un dilemme entre est-ce que tu préférerais perdre la vue ou perdre l'audition. Ouais. Je préférerais perdre la vue, en fait. Pour de vrai.
Imagine, moi j'ai tout le temps une musique qui tourne dans ma tête. Le fait de me dire je pourrais plus jamais écouter cette musique de ma vie, c'est un truc à devenir fou. Ouais. Je pense qu'au bout de 15 jours, je me serais foutu en l'air, pour de vrai. Pas pouvoir entendre ta famille qui te parle, pas pouvoir entendre la personne que t'aimes te parler, te chuchoter des mots doux, pas pouvoir entendre plus tard son enfant te dire « papa, je t'aime ». C'est déchirant, tu vois, ça me prend à la gorge tellement ça me... C'est pas possible, tu vois. Je préférerais être handicapé de la vue plutôt que perdre l'ouïe, vraiment, vraiment. Pour moi, j'ai trois critères qui font que j'aime la musique, enfin, ou que je vais aimer une musique plutôt qu'une autre. C'est la musicalité. Si au niveau musical, ça m'en envoie plein la gueule, que c'est soit hyper complexe, soit hyper bien foutu. Enfin, ça peut être simple et hyper bien foutu, ça marche. Ouais. Si c'est efficace, ça marche en fait. La mélodie, l'instrumentalisation, la façon dont les personnes chantent ou screament du coup pour le métal, c'est voilà, la puissance ou la finesse, tout ça. Et du coup ça m'amène au deuxième point, ouais, l'équilibre très important, l'équilibre. Et les différentes couches dans la musique qu'on peut avoir. Et ce qui m'amène au deuxième point, les émotions que ça peut faire, que ça peut soit transmettre, soit faire ressentir. Quand on a quelqu'un ou un groupe qui se met sur le même diapason, MDR, pour donner le même son de cloche, double MDR, ouais. Eh ben, y a une émotion qui peut se dégager. Et quand il y a une émotion qui se dégage, eh, moi je trouve pas ça dégueu, je trouve ça même pas mal. Ouais. Moi ça me parle, tu vois. À la fois ce que moi qui vis, ouais, c'est clair. Ce qu'eux ils ont envie de me dire et ce que moi ça réveille en moi, les deux. Hein. Si ça fait les deux, alors là c'est casino. Là. Et enfin, troisième point, ce qu'ils racontent, le message qu'ils ont envie de faire passer. Et moi, je me retrouve le plus dans ces trois domaines-là, dans le métal, parce que ça correspond à ce que j'ai dans la tête en fait. Au niveau musical, les mecs ils sont comparables à des musiciens de la musique classique ou de jazz, parce qu'ils sont, c'est souvent des virtuoses. Ils te sortent des trucs, tu fais la vache, comment c'est possible humainement de faire ça? Mais après, c'est pas tant pour la performance, c'est aussi la justesse et la puissance de ce qui se dégage. Et ça match aussi avec la puissance des émotions que je peux ressentir et qui me font ressentir. Et au niveau des messages, moi ça me plaît beaucoup le métal parce qu'en fait, on sort de notre bulle un peu Ibiza, ça doit être l'été même en hiver où tout le monde doit faire la fête et tout le monde doit être heureux. Et si t'es pas heureux, tu te fous dans un coin et tu fais surtout pas chier la soirée. Ouais. Dans le métal, on parle aussi de trucs négatifs et c'est ce qui représente le plus la vie, c'est clair. C'est ça? Ouais. Je connais pas du tout le métal. Bah c'est pour ça que je te... Et si tu pouvais me conseiller un groupe ou plusieurs groupes... Oh la vache, t'es cruel. Non, je sais pas. T'es très cruel. Pour découvrir en tout cas, pour découvrir le métal. Oh la vache. Pour y aller tranquille, tu vois. Mais en fait le métal c'est le genre avec le plus de sous-genres. Ouais. T'as deux métalleux qui peuvent passer leur vie à écouter du métal et au final jamais avoir écouté le même, tu vois. Après je te conseille de commencer par le hard rock, ça peut te familiariser avec les sonorités des guitares un peu saturées. ZZ Top par exemple, j'aime beaucoup ZZ Top, même si au final c'est pas du métal, c'est du hard rock. C'est hyper bien, c'est génial. Je les ai vus deux fois, une fois au Hellfest et une fois à l'American Festival Tour. J'y suis allé tout seul et franchement c'était le pied. Parce que je me sentais avec eux, parce que ouais, ils étaient dans le truc et c'était cool, tu vois. Et tout le monde autour de moi était bien. Ouais. Et ça aussi, c'est peut-être un quatrième point que je vais rajouter, tu vois, qui me vient à l'idée. C'est l'idée de partager quelque chose en commun. Ouais. Quand synergie de groupe. Non, c'est quand t'es plusieurs à regarder quelque chose. Ouais. Si t'es tout seul témoin d'un spectacle, ce sera forcément moins beau que quand tu seras plusieurs. Quand tu regardes une vidéo drôle, quand tu es tout seul devant ton ordi, à la limite tu lâches un soufflement de nez, tu vois, comme ça, tu vois. Alors que quand tu es à plusieurs, tu ris aux éclats, tu tapes sur la table comme pas possible. Ouais. Et voilà. Et en fait, c'est le partage. Et dans le métal, vu que c'est pas un milieu connu, les gens généralement ils se font un peu caricaturer par ce qu'ils écoutent. Du coup, ils ont conscience de la valeur des autres gens qui partagent ça. Peut-être un effet de groupe, ah ouais, une cohésion. Clairement. Et si on ajoute à ça le fait qu'il y ait de la violence déjà dans la musique, on a tous une part de violence en soi.
Mais attention, pas la violence dans le sens français, la violence dans le sens anglais. En français, on associe toujours le terme violence à l'agression, en fait. L'agression physique, verbale, etc. Alors que violence, en anglais, ça veut juste dire quelque chose de puissant. L'intensité qui est... Une grosse intensité. Eh ben, vu qu'il y a beaucoup de violence au terme anglais, eh ben, du coup, nous, on peut la cracher. On peut cracher toute la violence qu'on a. Et au final, quand tout ça c'est parti, il n'y a plus que toi avec le groupe et avec les gens qui apprécient la même chose avec une bière à la main. T'as qu'une seule envie, c'est de faire des câlins à tout le monde et puis de rigoler très fort, tu vois, et c'est tout, tu vois. Et ça, je trouve ça génial. Autant j'ai eu beaucoup peur de la foule, de l'instinct de groupe, etc., qui m'a beaucoup fait souffrir pendant le harcèlement scolaire. Autant justement le Hellfest, c'était le nirvana pour moi parce que vraiment je me sentais pas caricaturé, je me sentais accepté d'emblée. T'avais un groupe? J'avais pas besoin. C'est ça, l'appartement c'est un groupe. Là, Pyramide de Maslow, on est à fond dedans. Quand le fait de se faire accepter et d'avoir même pas besoin de se justifier, tu vois, de dire ok, je sais faire ci, je sais faire ça, je suis plutôt sympa pour ce genre de truc. Mais franchement, c'est le pied. Hein. Ouais. Je me rappelle en 2015, j'étais tellement stimulé au niveau émotionnel, j'ai pleuré au Hellfest. Ah ouais. J'ai pleuré 9 fois en 2015. Je te jure. En sortant de là, la vache, j'en pouvais plus, tu vois, c'était génial. Au final, j'y suis allé 4 fois et c'est inimaginable. Et en fait, ça a été ma porte d'entrée vers l'acceptation de soi, de moi aussi, tu vois. Les autres formes de musique, ça te... Bah, il y a moins ça. Il y a moins ça parce que c'est plus généralisé. En plus, il y a moins ce que je recherche dedans. Et du coup, il y a moins cet aspect de groupe, un peu comme la différence entre les motards qui s'entraident et qui se disent bonjour et les automobilistes qui se font des gros doigts ou qui se klaxonnent dessus. Okay. Parce qu'il y a plus de voitures, du coup il y a moins de partage, il y a moins de points communs. Ma troisième passion, du coup la deuxième dans l'ordre, c'est les jeux vidéo. J'adore les jeux vidéo. Surtout les jeux vidéo en fait où j'incarne un seul personnage parce que je m'identifie, tu vois, à lui, et surtout les jeux où il y a une progression. Alors du coup un lien direct avec moi, j'aime bien, j'ai envie de progresser, j'ai envie de devenir meilleur, tu vois, de m'améliorer. Pas forcément être le meilleur, mais tu vois, avancer. C'est cette idée de mouvement, d'amélioration que j'aime beaucoup. Donc forcément mon style de jeu préféré c'est les RPG, les jeux de rôle pour les non-initiés. Et donc voilà, j'aime beaucoup Skyrim, Dark Souls. C'est un jeu qui est très dur, mais Dark Souls. Okay. C'est vraiment hyper dur, genre tu meurs de coups. Voilà. Ouais, du coup les jeux vidéo auxquels tu joues, enfin les RPG, c'est des RPG en ligne ou... Principalement solo. Principalement solo parce que j'arrive à bien m'immerger dans un monde et du coup quand je le fais c'est complet quoi. Et quand en plus le jeu est réussi, je pense à Skyrim mais je pourrais penser à Fallout aussi qui est complètement différent en fait, qui est un monde post-apocalyptique où vraiment tu es livré à toi-même mais tu as ce sentiment d'avoir ce qu'il faut dans le sac pour pouvoir faire ce qu'il faut malgré tout. Et c'est ok, je vis des trucs durs mais finalement je peux y arriver. Ouais. C'est là aussi, c'est comme dans Dark Souls. Alors là, du coup, il y a un lien direct avec mon histoire à moi. C'est-à-dire que, ok, c'est dur, mais tu peux réussir ce dont tu as envie en devenant meilleur. Okay. Alors en fait, ça a été longtemps un réceptacle à mauvaises émotions, dans le sens où en fait, quand je jouais et que je m'immergeais dans un jeu, c'était un peu comme si je me mettais dans du coton et que je me disais ok ça va aller, tu vois. C'est un peu comme si quelqu'un me prenait dans les bras et me disait vas-y tu prends du temps, tu souffles, tu fais autre chose, voilà. Et vu que j'avais personne pour me prendre dans les bras à l'époque, ça a vraiment permis de me relaxer, de me détendre, de penser à autre chose, tout en me cassant la tête. Parce que bon, penser à autre chose en regardant la télé, touche pas à mon poste, ça va 2 minutes, mais voilà. Donc tout en étant acteur de quelque chose, tu vois. Se recentrer sur soi, prendre le temps de... C'est ça. Et en étant acteur alors. En étant acteur. D'ailleurs au passage j'en profite, il n'y a pas d'addiction aux jeux vidéo, ça n'existe pas.
il y a des comportements excessifs, ça il y en a plein, mais il n'y a pas d'addiction aux jeux vidéo. Pourquoi ? Ce qui différencie le fait de jouer trop aux jeux vidéo des addictions comme l'alcool, la cigarette, tout ça, c'est qu'il n'y a pas de syndrome de sevrage. Pas de tremblement, pas de nausées, de vomissements, de trucs comme ça. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier parce que du grand public, c'est du meporg. Hein. Donc voilà, la méconnaissance qui parle. Mais non, mais ça fait du mal, hein, ça fait du mal la méconnaissance. Ça fait du mal aux autres. Vraiment. Hein. Non, mais ça c'est mes trois gros piliers, quoi. Ouais. Après, il y a d'autres trucs que j'aime beaucoup. C'est par exemple les jeux de rôle papier. Ouais. Du coup, c'est un peu rébarbatif, mais là, du coup, on intègre là-dedans le fait d'être dans un groupe social et d'interagir et d'être utile au groupe avec ses compétences, etc. Et ses idées aussi. Ouais. Et le fait de jouer un personnage qui, du coup, n'est pas soi, qui, du coup, n'a pas nos blocages, qui peut, du coup, permettre de les surpasser à un moment en se disant « Mais attends, mon personnage, il n'avait pas de blocage et il se démerdait pas mal. Et si je me débarrassais de mon blocage à moi, tu vois ?» Alors, dans la tête de beaucoup de joueurs, c'est assez inconscient, mais au final, ça aide pas mal quand même. Ouais, les jeux de rôle papier. Tu joues beaucoup, du coup ? Non, parce que je trouve pas de table. Okay. Je trouve pas de table de jeu. Il n'y a pas sur tour ? Ah, mais si, bien sûr, mais à chaque fois, c'est du bouche à oreille ou des trucs qui n'ont pas beaucoup de visibilité, hein, parce que c'est assez restreint comme milieu quand même. Dans le sens où là aussi il y a des gros préjugés sur les gens, du genre gros geek boutonneux de 30 ans, vierge, tout ça, voilà. Hein, je te fais le topo typique du truc, alors qu'il y a de tout. On mettra alors du coup en bas, on mettra recherche groupe de métal et recherche table de jeu de rôle. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette citation déjà ? Elle me laisse un peu perplexe. Ouais. Dans le sens où il y a des gens qui vont pas avoir à oser parce qu'ils auront de base pas de retenue à faire telle ou telle chose. Donc est-ce qu'on peut dire qu'ils osent quand ils sont pas conscients ? Quand ceux qui travaillent, parce que l'étymologie du mot travail c'est de la souffrance en fait. Ceux qui travaillent pas et qui font ce qui leur plaise, voilà, est-ce que c'est considéré comme du travail ? Est-ce que ceux qui n'abandonnent jamais parce qu'ils sont passionnés et qui sont pas proies au désespoir et à l'abandon, est-ce qu'on peut dire qu'ils abandonnent jamais ? C'est vraiment relatif par rapport aux personnes et comment ils ont leur façon d'aborder le monde. Mais si on retire cette réflexion-là, c'est pas faux. Le rêve, j'ai longtemps pas eu de rêve en fait. Ouais. Et là, du coup, tu vois, je me fais des rêves à court terme. Mais des ambitions long terme, est-ce que t'en aurais ? Non, j'ai pas d'ambition long terme. Aucune. C'est triste. Hein. C'est surtout dans le développement personnel en fait. Ouais. Et après, le développement personnel, c'est pas simple. Et on n'a pas de manette comme ça toute faite avec des étiquettes en disant alors là c'est la confiance en toi, là c'est truc, là c'est machin. Donc du coup, je me dis qu'en faisant des projets simples, alors cette réflexion-là est toute récente. Hein, je veux dire, à la base, j'osais jamais. Hein, la peur de l'échec, qui est chez moi terrifiante, vraiment terrifiante. Et du coup, je me dis, tu fais les trucs. Moi, les gens qui n'ont pas un potentiel intellectuel hors norme, mais qui font des projets qui soient répétitifs, soient ingénieux, etc. Je les respecte et je les admire énormément parce que moi, je m'en sens pas capable. Parce que ça va me lasser, etc. Et en fait, depuis un certain temps, du coup, je fais l'inverse de ce que j'ai tendance à faire. Et du coup, je me lance dans des projets qui sont pas forcément hyper durs, qui demandent pas forcément de réflexion, mais qui demandent le fait de s'impliquer, de passer du temps et de s'acharner en fait. J'ai ramené un truc. Ah. T'as ramené un truc qui pourra te faire marrer. Okay. Je me suis dit, tu te fais une cotte de maille. Du coup, c'est vrai ? Ouais, non mais du coup voilà, ça c'est un bout de la cotte de maille, okay. Parce qu'en fait j'ai commencé par la tête. Donc là du coup t'as la tête qui va se mettre là et après ça va être tout droit. Donc du coup t'as aucun intérêt à te faire chier à être avec un truc avec en rond. Okay. Donc voilà, donc en gros j'ai pris mon tour de tête comme ça puis j'ai fait ça.
Et puis du coup, voilà, c'est censé tomber bien comme ça. C'est pour te faire une protection et. Mais en fait, même pas. C'est juste le fait de pouvoir faire quelque chose de mes mains. D'avoir. C'est l'aspect manuel aussi qui te. Ouais, l'intelligence manuelle, elle n'est pas du tout mise en valeur dans la société, alors qu'elle est aussi utile que l'intelligence cérébrale, on va dire. Ouais. Parce que sans les cérébraux, les manuels, ils feraient pas grand chose, et sans les manuels, les cérébraux, ils feraient pas grand chose non plus. Hein, voilà. Enfin, ils feraient des trucs, mais ça s'arrêterait très très vite. On est complémentaires dans la société pour ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des métiers complètement différents, parce que tout seul, on ferait rien. Un mec a essayé de faire un grille-pain à partir de rien, il a mis 1 an et demi. Ouais, d'accord. J'avais vu ça. Donc voilà. Cette chose. Donc voilà, donc tu vois, c'est. Là, tu as sur un projet de faire une cote de maille. Ouais, et en plus, il n'y a même pas de projet derrière, tu vois, c'est juste pour faire une cote de maille, tu vois. Histoire de faire. C'est con, mais voilà. Et en fait, je pars vraiment de rien. Je suis allé chez un ferrailleur, je lui ai dit bonjour. Je voudrais 5 kg d'acier Elva en 1,8. Il t'a filé ça. Il m'a filé ça. Et je me suis fait une base en fait où je mets mon fil de fer, où je l'enroule autour d'un tube de cuivre. Et je mets ma perceuse au cul, je tourne et après je me fais les anneaux à la main et je les referme tous à la main, à la pince. Hein. Ah ouais. Il y en a là-dedans. Oui, ouais, ok, je vois ça. Et du coup voilà. Et d'un autre côté aussi, c'est me laisser la porte ouverte au fait de faire des choses, des activités notamment à plusieurs, tu vois, d'aller faire des GN, des grandeurs nature pour les initiés, où là tout le monde a un équipement, etc. Et vivre des choses ensemble, encore dans un groupe social où on partage un truc en commun. Ça y est, tu commences à voir le concept, parce que ces trucs là en fait vraiment ça me botte. Et voilà, et donc du coup j'ai pas dans le projet de le faire, mais ça me laisse la porte ouverte de le faire, de me dire voilà, tu peux, et en plus tu t'en donnes les outils. Vu que je réfléchis à beaucoup de choses, je me dis tous les trucs qui pourraient me parler. Ouais. Et en me disant ouais mais regarde, t'as fait que ça, il y a un défaut là-dessus. Ouais, tu vois, tu fais tes propres objections par rapport à... Je suis hyper critique envers mon travail. Et du coup j'arrive difficilement à aboutir à un résultat qui me satisfasse pleinement. Ouais. Sauf que quand les rares fois du coup où j'arrive à un résultat qui me satisfait, par exemple le blason héraldique, ben, je me pointe devant les autres et en fait je me rends compte que je suis allé que je suis allé beaucoup trop loin quoi. Genre arrête, tu te fais du mal, tu vois, c'est trop quoi. Tu vois, c'est dans l'excès quoi. Ouais, c'est dans de toute façon je suis pas un homme de réserve hein, clairement je l'ai été et ça me ressemble pas. Ouais. Et du coup voilà, je fais de l'excès. Okay. Je fais de l'excès mais ça me va comme ça parce que en fait ce qui se passe dans ma tête, dans mon cœur, tout ça, c'est que c'est à chaque fois excessif. Qu'est-ce qui a pu te booster? Quels ont été tes leviers de motivation? Quand les gens sont près de moi et qui m'encouragent, ça vaut tout l'or du monde. Si j'étais tout seul sur une île déserte, je me serais foutu en... Enfin, il n'y a pas d'intérêt, tu vois. Ouais. La musique tout seul, pas d'intérêt. Les vidéos tout seul. Au bout d'un moment, c'est chiant. Voilà. Une recherche de motivation qui est assez... Et de reconnaissance. Externalisée. Bien sûr. Ouais. De reconnaissance aussi. Si ma cote de maille je la montre pas, bah, je vais être content dans mon miroir, mais ça va s'arrêter là, tu vois. Si je fais quelque chose mais que c'est pas vu, ça sert à, entre guillemets, je me dis ça sert à rien. Ouais. C'est faux, mais moi c'est ce que je ressens, tu vois. Alors là, c'est super triste, mais je lis plus de livres en fait. Ouais. En ce moment, je lis plus de livres. C'est con parce que ça me manque et puis finalement, ça m'aidait pas mal à m'endormir. Mais j'ai beaucoup de livres que j'ai beaucoup appréciés dans mon enfance. J'ai commencé avec Harry Potter, mais quand je suis passé à Eragon, j'ai plus réussi à blairer Harry Potter parce que il y avait trop de trucs illogiques du genre la puissance magique elle vient d'où, il suffit que n'importe quelle personne apprenne une formule pour faire le sort, c'est quoi le délire en fait. Donc du coup voilà, il y avait plus la logique qu'il y avait, alors que dans Eragon ça a du sens, c'est expliqué, etc. Et les gens, les personnages, on paye le prix régulièrement. Et il y a aussi, là c'est un auteur carrément que j'affectionne particulièrement, c'est David Gemmell, ou Gemmell, désolé pour le... Et le livre que je préfère là-dedans, c'était Drus la légende, qui raconte le siège d'une ville, dans un monde médiévalo-fantastique, bien sûr. Ouais. Oui, voilà, mon thème favori, c'est médiéval fantastique. Voilà, RPG, tout ça, vous avez commencé à faire des liens, voilà, c'est normal.
Et du coup, en fait, c'est un vieux guerrier, une ancienne légende qui a survécu à des batailles, qui a renversé le cours de certaines batailles. Et là, en fait, il vient pour aider cette ville-là. Et il y a beaucoup de... À travers les combats qui sont quand même vraiment épiques, entre les combats, en fait, il y a vraiment une dimension humaine qui est géniale, et t'as des personnages qui avancent dans tous les sens. Tu regardes un petit peu Game of Thrones? Bien sûr. Ouais. Parce que, je sais pas, non. Parce que c'est un peu dans le même univers, j'ai l'impression. Ouais. Et là, du coup, on est en fin de saison 7, c'est ça? Moi, j'ai plus suivi la fin. On est en fin de saison 7. Maintenant, ça devient clair que le personnage principal, c'est Jon Snow. Parce que, et d'autant plus par le biais que je fais par rapport à l'évolution des personnages, c'est lui qui a le plus évolué. C'était le faux rejeton, enfin le demi-rejeton c'est du spoil ou pas d'un roi. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est le demi-rejeton d'un roi au début. Il est un peu, il est voilà le bâtard. Et puis plus le temps passe, plus il monte, plus il grandit, plus il souffre aussi, mais plus voilà, il gagne en responsabilité, etc. et en grade. Et il tient tête à des personnages très importants, voire capitaux à la série. Et en fait, oui, c'est le personnage qui a survécu le plus et qui meurt pas. Donc accessoirement, tu meurs pas. Ça aide dans Game of Thrones. Ça, c'est du spoil. Non, en fait, je sais pas, parce que peut-être qu'il meurt pas, je sais pas. Okay. Ou les deux. Le dernier film que j'ai regardé, c'est Watchmen, qui est en fait un film de super-héros. Qui plus le film avance, plus ça devient un film d'anti-héros en fait, parce que ils sont tous faillibles, humains, tu les découvres au fur et à mesure cruels et détraqués, tous. Bien que ça se soit un petit peu démocratisé entre temps, par exemple dans Batman de Dark Knight, on voit Batman, alias Bruce Wayne, désolé pour le spoil, qui pète un câble, qui sort de ses gonds, et donc du coup là on peut sentir le côté humain derrière ça, la panique qu'il y a, et le fait que ça prend aux tripes et qu'on est vraiment dans un sentiment d'urgence, plus que il y a une bombe qui va exploser, il faut se dépêcher. Voilà. T'aimes bien les super-héros dont on connaît la part en fait un peu humaine, sombre et faillible. C'est ça? Pour moi, le courage, c'est pas l'absence de peur. Pour moi, le courage, c'est d'avoir peur et de le faire quand même. Sinon, c'est de l'inconscience. Ok, on mettra ça. Et ça, non mais pour de vrai, cette phrase-là, ça résume plutôt bien ce que je pense. C'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui traversent sans regarder. S'ils n'ont pas confiance qu'ils pourraient se faire buter la gueule en moins de 2, c'est de la conscience. S'il y a quelqu'un qui a conscience qu'il peut se faire renverser alors qu'il faut qu'il fasse un truc qui est très important pour soi ou pour un autre, c'est plus proche du courage que de l'inconscience. En tout cas, c'est moins débile. C'est moins débile. Okay. Voilà. Tu me parlais du personnage du bleu là dans Watchmen. C'est un mec qui a subi des radiations, un truc un peu chelou. Il a été dématérialisé dans l'univers infini, rien que ça. Voilà. Et du coup, il a appris à se reformer dans un corps, sauf qu'entre temps, du coup, il a été à tous les endroits en même temps et il est devenu omniscient. Donc il chope toutes les infos qui se passent en même temps. Tout. Et là, du coup, ça me fait un petit peu penser à ce que peuvent vivre certaines personnes qui ont le syndrome d'Asperger. C'est-à-dire qu'ils sont bombardés d'informations, vraiment bombardés, et du coup, ils ont du mal à se faire entendre, à ce que leur voix arrive à traverser ce grillage en fait d'informations qui arrivent sans cesse. Et du coup, je fais le parallèle avec l'homme en bleu dans Watchmen. On le voit jamais, ou presque jamais, montrer des émotions. Il les verbalise, mais on le sent pas dans le ton de sa voix. On le voit pas sur son visage. Et quelque part, je m'identifie pas mal à ça, sans le côté pouvoir magique. Je suis pas non plus mégalo à ce point-là.
Mais ouais, pour cette dualité entre j'entends beaucoup et au final j'arrive pas à me faire entendre en fait. À me dire ma voix est aussi une inconnue de l'univers, tu vois. Si tu devais rencontrer une personne décédée, est-ce que tu sais vers qui tu te tournerais? Je pense que pour réfléchir et me prendre la tronche, je me démerde déjà bien tout seul. Ouais. En plus avec l'aide d'internet qui est une source de réflexion infinie. Donc voilà, pour me prendre la tête tout seul, ça je suis fort. Donc à la limite une grosse tête ça m'intéresse pas. Maintenant j'ai envie de me sentir bien en fait, de monter mon développement personnel, de me sentir à l'aise, de profiter en fait de la vie telle qu'elle est et pas me rajouter des équations, des inconnus alors qu'au final... Ouais. T'as pas l'impression que c'est ça qui va te faire... Bah non, c'est clair. Si je devais répondre à cette question, ce serait Ray Charles, quoi. Ray Charles? Ray Charles, ou alors un autre jazzman, mais un truc comme ça, tu vois. Pourquoi alors? Parce que justement, la musique qu'ils font, ils sont forts, ces cons-là. Ils sont très forts. Ils passent de l'émotion, enfin tout ce que j'ai dit avant par rapport à la musique. Hein. Ouais. Ouais, ils sont... Il n'y a pas de problématique. T'es dedans. Et même s'ils parlent d'un truc sérieux, ben, c'est pas grave, tu les accompagnes et tu branches ton cerveau dessus et c'est tout. Il n'y a plus rien à faire. Tu lâches les pédales. Tu laisses faire. Ouais. Moi j'aurais bien aimé vivre à la Nouvelle-Orléans. Ça aurait été cool. À cette époque. À l'époque du jazz, du blues. En étant riche quand même. Pas en étant noir. Non mais je t'ai dit de changer d'époque, pas de changer de couleur de peau. Ok, d'accord. Pas d'ethnie, je suis pas fou quand même. Pas du tout. Humour noir, pas du tout. Voilà. Okay. Et si tu pouvais rencontrer une personne vivante alors? Alors moi, ouais, une personne que j'aimerais bien rencontrer de mon vivant, enfin de son vivant, enfin de notre vivant, ce serait mieux, hein, si ça coïncide. Ce serait Alexandre Astier, ouais. sans hésiter un seul instant. Déjà parce que ce mec-là, il en est dans le cabochon, mine de rien. Enfin non, pas mine de rien, parce que ça se voit que c'est une tronche, quoi. Ouais. Quand on voit la dichotomie, pour reprendre ces termes. Non mais voilà, quand on peut placer des mots, on le fait. Voilà. C'est pas tous les jours que je place dichotomie, alors je suis content. Voilà. Laissez-moi kiffer, merci. Quand on voit la différence entre quand il est invité sur un plateau de télévision, entre toute la parole d'Astier et des personnes qui font de la télé-réalité, il y a un monde de différence. Mais sur chaque point, tu vois, sur les idées, sur la façon de le dire, sur la façon de se comporter, sur la façon de considérer l'autre personne. Ça se voit qu'il a aucune, voilà, il n'a rien à foutre des meufs auxquelles il parle, ouais. Mais il reste quand même respectueux, ouais. Mais suffisamment malin pour mettre des trucs irrespectueux qu'elle ne comprendrait pas. Et ça c'est balèze, ouais. Ça c'est hyper balèze. Et en plus, ces œuvres, je les trouve vraiment géniales, mais dans le premier sens du terme, dignes d'un génie. Elles sont fines, elles sont ubuesques. L'humour ubuesque est très dur à maîtriser. Hein. En gros, tu mets pas n'importe quoi ensemble et puis tu fais comme ça, puis c'est drôle. Non, ouais. C'est un genre, c'est le genre d'humour le plus dur, même avant l'humour noir, hein, pour te dire. Ouais, les dialogues qui sont au poil de cul, qui sont voilà tout. Et malgré toutes ces réflexions, etc., et le fait qu'il exige beaucoup de lui-même, eh ben, il arrive à créer quelque chose. Enfin, je veux dire, moi aussi, je suis exigeant envers moi-même, mais je me sens un peu bloqué. J'arrive pas forcément à aller au bout de ce que je veux. Eh ben, le fait que lui, il y arrive, et plus d'une fois, parce qu'il a quand même sorti 2-3 trucs, hein. Ouais. Eh ben ça, moi, je trouve ça. Enfin, je suis vraiment admiratif devant ce travail, quoi. Ouais, sa capacité à quand même sortir quelque chose qui soit devant les deux, devant sa capacité et son travail. Tu me parlais aussi du fait qu'il ose dire qu'il ne sait pas ou que ça ne le concerne pas. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs. Enfin, par rapport aux opinions, il y a 3 types de personnes. Tu as les personnes qui n'ont pas d'opinion sur tout,
C'est-à-dire que y a des trucs, voilà, bon, ils n'ont pas réfléchi, et puis d'autres, bon, voilà, ils sont convaincus que ouais, c'est mal de tuer les animaux, voilà. T'as des personnes qui ont un avis sur tout, et ça c'est ce qu'il y a de plus facile entre guillemets, hein. C'est facile de se prendre pour un critique artistique, de se pointer dans une galerie d'art et dire j'aime, j'aime pas, j'aime, j'aime pas, sans argumenter, ou même en argumentant, bon, tant pis, c'est pas grave. Mais lui il va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il est au 3e stade que je trouve infiniment plus profond et qui a plus de sens en fait. C'est qu'il y a des trucs sur lesquels il se prononce pas parce qu'il dit j'ai pas les infos pour. Tout simplement, j'ai pas les infos pour et je reconnais que c'est pas dans ma compétence. Il parle du mariage homosexuel. Et bien lui, il dit, pour reprendre ces termes, je sais pas si c'est exact, mais en tout cas ma mémoire est pas mal là-dessus. Je suis pas suffisamment homosexuel pour dire si les homosexuels ont besoin d'avoir le droit de se marier ou pas. Et il comprend pas que des autres gens se permettent de faire ça alors qu'ils sont pas concernés et qu'ils ont même pas toutes les infos. C'est un truc que tu respectes aussi. Et franchement, moi, j'ai été assez soufflé par ça parce que moi j'étais dans le stade, j'ai une opinion sur tout et j'argumente. Ouais. Et quand j'ai vu cette interview-là, j'ai été soufflé quoi, parce que je me suis dit mais en fait, ouais, il y a des trucs pour lesquels on n'a pas toutes les infos et c'est pas grave. Si tu pouvais rencontrer une personne du futur, est-ce que tu as une idée de qui tu voudrais rencontrer? En toute honnêteté, le futur me fait trop peur pour que j'ai envie d'aller voir quelqu'un dans le futur. Imagine, je tombe sur un mec, je crois que déjà aujourd'hui on le prendrait pour un tocard, alors que dans le futur, voilà, ça peut aller en s'empirant, hein, ouais. Idiocratie, tout le monde se rappelle. Et ben ça me ferait hyper peur, tu vois. Ou pire, je pourrais tomber sur un sociologue qui lui analyserait la société et me dirait ok, c'est parti en couille totale, repartez de votre époque, ouais. C'était mieux avant, hein, en mode voilà. T'as peur de ça. En mode vieux, voilà. Et donc en fait, j'ai pas du tout envie de rencontrer quelqu'un du futur en fait. J'ai pas envie. J'ai pas envie déjà parce que ça veut dire que je serais influencé par ce qui se passerait dans le futur, alors que moi j'ai juste envie de vivre ma vie déjà. Peut-être un truc qui me rassurerait dans cette optique-là, ce serait de me voir dans le futur. Ouais. Pas forcément pour me dire oh là là je suis beau, je suis machin, etc. Mais pour me dire voilà, tu as vécu des trucs pas cool, bah regarde, tu t'en es sorti, t'as fait ci, ça, c'est pas mal, tu vois. Ouais. Voilà. Je te propose une direction, quoi. C'est par là, ou alors justement ne fais pas ça. Tu aurais des questions à lui poser à ton toi du futur ou... Non, j'ai pas de questions particulières à lui poser. C'est mis à part peut-être des questions technologiques. Est-ce qu'on a inventé la téléportation, des conneries comme ça, enfin des fantasmes de geek, tu vois, des choses comme ça qui sont encore dans l'imaginaire commun. Comme Jules Verne avant son heure, qui a presque tout deviné, presque dans toutes ses œuvres, qui a deviné ce qui allait être inventé. En fait, ouais, non, j'aurais juste envie, tu vois, qu'il soit là, qu'il me rassure, qu'il me dise t'inquiète pas, ça va aller, quoi. Il y a des choses sur lesquelles en ce moment t'es un peu chaud, tu t'endouilles pas mal, tu sais pas trop quoi en penser, t'es perdu. Ça va aller. C'est juste qu'il me dise ça, qu'il me dise laisse le temps faire ce qu'il faut. Et pour laisser le temps, il faut vivre des choses. Donc, t'enferme pas. Essaie de pas t'enfermer. Des fois, t'as plus que ça, donc enferme-toi mais essaie de sortir le plus possible, de t'ouvrir le plus possible, de vivre des choses, toujours sans regret. Mais en tout cas, ça va aller. Ça, c'est quelque chose qui me ferait beaucoup de bien, quoi. T'as une autre personne à qui tu peux penser quand tu dis, enfin, si je te pose la question, si t'as quelqu'un qui t'a inspiré, c'est pas une personne en particulier, c'est ouais, des catégories de personnes. Par exemple, alors j'aime pas trop catégoriser les gens, mais
catégorie de personnes qui me vient en tête comme ça, c'est les femmes qui arrivent à rejeter ce que la société attend d'elles, d'être belle, d'être machin, en gros, sois belle et tais-toi, quoi. Ouais. Qui se sont levées contre tout ça et qui ont dit non, moi je veux faire ça, c'est ma vie, foutez-moi la paix, ouais. Je veux faire ça. Eh bien, une personne comme ça, qui arrive à se dresser contre toute la société entière pour se réaliser personnellement, et dans certains cas, aider carrément la science, Marie Curie, RPZ, hein, voilà, parce que bon, voilà, un peu balèze la nana quand même. Eh ben voilà, ça force mon admiration à un point inimaginable. C'est voilà, je vois pas un acte de bravoure plus fort que ça. C'est un cri d'affirmation de soi qui est surpuissant, quoi. C'est fabuleux. Et moi, j'ai envie de m'inspirer de ce genre de personnes pour au final moi aussi m'affirmer et pouvoir dire je suis différent, bas les couilles. Et voilà, et c'est comme ça et c'est pas grave. Si tu attends quelque chose de moi, tu vas voir ailleurs. C'est pas, je serai pas comme t'attends que je suis. Je peux m'adapter, mais je serai pas qui t'attend que je suis. Si tu pouvais donner un conseil ou plusieurs aux personnes qui sont HP, est-ce que... C'est pas facile ce que vous vivez. Ça, c'est sûr. Et il faut le dire. Il faut valider cette souffrance-là. Parce que généralement, quand on est HP, la question qui revient le plus souvent et qui est la plus forte, c'est est-ce que c'est moi qui suis fou ou est-ce que c'est le monde qui est fou? Alors, j'ai envie de leur dire, et même à mon moi du passé si j'avais pu, ouais. Ta souffrance, elle est légitime. Tu as le droit de dire ça me fait souffrir. C'est logique, c'est compréhensible et c'est respectable. Tu es respectable là-dedans. C'est très important de dire ça. Ouais. Et une fois que tu auras arrêté de douter du fait que tu te crois fou, en fait, tu pourras commencer à monter ta confiance en soi si elle est basse. Si elle n'est pas basse, c'est pas grave. Enfin, en tout cas, moi ça m'a bien fait chier, donc voilà mon conseil, voilà, c'est tout. Ouais. À ce moment-là, tu pourras te considérer comme une personne à part entière, qui a la même valeur qu'une autre. Et peut-être que tu pourras commencer à penser à t'aimer. Et encore deux, trois petits trucs à dire comme ça. Surtout si vous manquez de confiance en vous. Alors du coup, voilà, c'est vraiment orienté, hein, désolé. Ouais. Si vous êtes exigeant envers vous-même, vous êtes comme ça, c'est pas grave. Mais apprenez à vous féliciter pour les réussites que vous faites. Pas forcément pour le résultat final, ouais. Mais quand vous avez réussi un truc, que vous vous dites ok, ouais, c'est pas mal, prenez le temps de vous arrêter 5 secondes. C'est pas long, hein, c'est pas long. Mais pour dire ok, ouais, je suis fier de moi là-dessus, quoi. Pour célébrer. C'est pas mal. C'est pas mal, tu vois. Ouais. Prendre un tout petit recul, 5 secondes, pas plus. À dire ouais, je suis fier de moi. Si tu avais un conseil à donner aux personnes qui sont pas HP, aux autres? J'en ai peut-être un seul, c'est rester ouvert. Rester ouvert à la différence. Parce qu'il n'y a pas que les HP qui souffrent de la différence. Il y a plein d'autres gens. Le racisme, le sexisme, tous ces trucs-là. Et certaines personnes ont tendance à ne pas réfléchir à ça et au mal qu'elles peuvent faire inconsciemment ou sans trop y réfléchir. Donc voici mon conseil, c'est renseignez-vous ou à défaut faites gaffe, quoi. Enfin, parce que vous n'avez que peu d'idées de ce que peuvent avoir l'influence de vos actes ou de vos paroles chez les gens. Donc surtout, restez ouvert. Il y a beaucoup de choses à dire, mais si je devais en retenir qu'une seule, ce serait celle-là. C'est au final, si vous baissez les armes un peu, nous aussi on va pouvoir se dire, oui, mais finalement ils nous veulent pas de mal. Et puis on pourra s'ouvrir, et puis vous pourrez voir par vous-même que finalement on n'est pas des bêtes.
Ouais, c'est rester ouvert. Et tout le monde est différent et c'est ok d'être différent. C'est tout. Je suis même sûr que toi, c'est différent. Toi qui regardes cette vidéo. C'est pas le malin. Je le sais. Et c'est ok. On t'aime comme ça. Alors là, en fait, il me reste globalement 3 minutes pour aller en cours. Et il y a plus de 3 minutes de marche pour y aller. Donc on finit le truc là comme ça. Déjà que là, on est sur un tournage sur 2 jours. Donc là, c'est compliqué. Okay. Du coup, en conclusion, j'avais 2 questions à te poser. Ouais. Est-ce que tu te définirais comme quelqu'un d'heureux, là, à l'heure actuelle? Franchement, je me suis dit ça il y a 2 jours. Je me suis dit, j'arrive pas à être heureux. Ouais. Je sais pas ce qui me bloque. J'arrive pas à être heureux. Pourtant, j'ai tout. Hein. J'ai mon appart, j'ai internet depuis une semaine et demie, c'est la folie. Internet, c'est mieux. Ah bah oui, non mais c'est clair. J'ai tout. Je suis pas spécialement pauvre. Ouais. J'ai un peu de succès après des filles, c'est pas mal. Voilà, je suis pas handicapé, je suis pas en train de mourir, mais j'arrive pas à être heureux. Il y a un truc qui me bloque, je sais pas quoi, mais j'arrive pas à être heureux. Et est-ce que du coup, il y a une question que tu aimerais bien que je pose aux autres personnes? Les sujets que j'ai rajoutés moi-même, il m'avait l'air, enfin que j'ai rajouté pour moi du coup parce que moi il me semblait important. Ouais. Moi il me semble pas mal et à mon avis assez sympa à évoquer. Ouais. Et peut-être aussi que une question que je devais rajouter, c'est quel est l'impact de votre différence par rapport au rapport amoureux, par exemple, tu vois. Okay. Est-ce que vous pensez que ça impacte beaucoup, pas beaucoup, en bien, en mal, ce genre de choses? Okay. Parce que ça, c'est un sujet dont j'ai malheureusement très peu entendu parler. Je poserai cette question à la suite. Ça marche. Enfin, est-ce que tu as des choses à rajouter, des points que tu penses que tu aimerais, aborder avant d'aller en cours? Non, mais au final, je pense qu'on va réussir à s'en sortir tous, que ce soit chacun de notre côté ou en se rassemblant, ce serait pas mal. Enfin, en tout cas, voilà. Ouais. À un moment, j'étais prêt de me foutre en l'air, puis finalement, regarde là, je suis là 5 ans plus tard en école d'ingé. Bon bah, finalement, je m'en sors pas si mal, et peut-être que je pourrais m'en sortir jusqu'à longtemps, peut-être même jusqu'à la fin. Donc finalement, bah, c'est pas mal. Tu vois, alors tu vois, je parle de mort, mais message d'espoir quand même. C'est ça le message. Là, c'est balèze. Ouais. Non, mais voilà, c'est mon truc, quoi. C'est vrai. Voilà. Tu dis, tu veux conclure sur ces. Ouais, je conclue là-dessus. Ouais. Tu conclues sur ça. Je conclue là-dessus. Ben, en tout cas. C'est là moi. Ouais. Ben, en tout cas, merci pour. Je t'en prie. Cette interview et puis. Je t'en prie. À la prochaine. Ça marche. Par contre, rappelez-vous, on n'est pas des bêtes, hein. C'est Ghetto qui vous dit ça, hein. On n'est pas les bêtes. Rappelez-vous ça. Non mais en vrai, si t'as vraiment envie de faire un bêtisier, tu peux, hein. Ouais. Parce que là, c'est. Je pense qu'il y a pas mal de bêtises. Il y a quoi faire, ouais. T'as le droit de taper. C'est le tap. Voilà. Le tap du début. Tu veux faire bonjour à la caméra? Non, je pense à mon avis qu'il est en train de tenter une manœuvre d'app. On peut refaire des clapotis. Voilà, c'est bon. Meilleur clap. Non mais en vrai, ça pique les yeux. Ça va être compliqué de pas faire de grimaces, mais. Si tu fais des grimaces, faut les assumer après, hein. Ouais.